Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 38e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du BDSM et du problème des différences culturelles. Avant de commencer, il faut que je précise quand même, je vais parler avant tout dans une perspective de la France, puisque je suis français et que j'habite en France, donc évidemment c'est ça que je connais le mieux, bien entendu. Et pour votre information, pour vous donner un peu de contexte, dans mes statistiques de visite de mon site, univers-bdsm.info, j'ai environ 76,4% des visites qui viennent de France. Le deuxième pays qui visite le plus mon site, c'est la Belgique, avec 6,6%. Ensuite, de façon un peu surprenante, je dois dire, les USA avec 4,6%. Je dis que c'est surprenant parce que mon site, il est en français entièrement, Suivi du Canada, alors je pense en fait que c'est plutôt le Québec, avec 2,7%, et enfin la Suisse avec 2,3%. Après, il y a des dizaines d'autres pays en fait, à peu près tous les pays viennent visiter de temps en temps, mais la plupart c'est complètement anecdotique, ce sont quelques visites, parfois une visite par mois. Donc je précisais ça pour souligner que le site est en français et que donc évidemment il attire essentiellement des visiteurs qui sont dans des pays francophones, mais principalement de très loin la France évidemment, ça a du sens. Un autre point important que je vais repréciser, même s'il est assez évident, mais enfin je préfère être complet, c'est que évidemment, là je vais parler de différents pays et de leurs différences culturelles, mais évidemment, à l'intérieur même de chacun de ces pays, il y a des différences culturelles. Par exemple, vous avez du folklore, la nourriture. Regardez la France, par exemple, entre les différentes régions, vous avez un certain nombre de différences. Généralement, elles sont pas énormes, mais il y a des différences par-ci, par-là. Donc évidemment, ce que je veux dire, c'est que je vais parler des grandes tendances, même si ça simplifie, parce que j'ai pas envie d'entrer trop dans des détails, ce serait pas très intéressant. Mais donc au sein de chaque pays, il y a pas mal de variations, selon les endroits, c'est particulièrement sensible dans les pays qui sont de très grande taille, comme par exemple les USA, évidemment. Et vous avez les types de population, par exemple, selon les personnes, si elles sont religieuses ou pas, par exemple. Selon l'âge aussi, selon qu'on est jeune ou qu'on est entre guillemets moins jeune. Et puis évidemment, il y a des différences individuelles, bien entendu. Donc quand je vais parler de tel ou tel pays, bien évidemment, je suis obligé un peu de simplifier, de donner des grandes tendances que j'ai constatées et que tout le monde peut constater. Mais il faut toujours garder en tête, c'est ça que je voulais bien souligner, que tout ça, ce sont des simplifications, des tentatives de moyenner qui sont évidemment pas totalement représentatif de la réalité. Et puis un dernier point que je voulais aborder sur ça, c'est que selon les pays, la cohésion sociale, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'homogénéité de la population, des croyances, des comportements, etc., ça peut varier beaucoup. Je vous prends juste deux exemples un peu extrêmes. Le Japon, qui est un pays dans lequel la population est très homogène, il y a très peu d'immigration, et puis c'est bien connu qu'ils ont une société qui a un certain nombre de valeurs qui sont très homogènes, même si évidemment, il y a plein de variations quand même. Mais si vous comparez aux USA, qui est un peu le cas opposé, l'extrême opposé, c'est un pays d'immigration, où il y a énormément de différences culturelles, en fonction par exemple des États, il y a de très grosses différences, bref, il n'y a pas d'homogénéité aux USA. En comparaison du Japon en tout cas, il n'y en a pas. Donc là j'ai pris ces deux exemples pour montrer vraiment des cas qui sont totalement à l'opposé, et donc vous trouverez plus aisément des comportements relativement homogènes au Japon, comparés aux USA, et les USA c'est particulièrement important d'en parler, parce que tout à l'heure je vais revenir dessus sur une partie entière en fait, à cause de leur importance disproportionnée sur le sujet du BDSM. Première partie, pourquoi parler de ce sujet ? Alors en fait ça fait très longtemps que je voulais parler de ce sujet-là. Les différences culturelles c'est vraiment quelque chose d'important, et moi qui lis beaucoup pour donc écrire les articles de mon site et évidemment les épisodes du podcast, ça fait des années et des années que je lis des textes qui viennent un peu de partout, mais évidemment je suis un peu limité dans les langues parce que je suis limité à ce que je parle, qui est essentiellement le français évidemment, et puis l'anglais parce que je suis bilingue, et il y a énormément de sources d'informations en anglais ou en américain, ce qui m'a forcément très fortement sensibilisé au problème justement de comparaison entre les descriptions faites par des auteurs qui sont aux USA notamment, parfois en Angleterre, ou au Royaume-Uni en tout cas. Comparé à la France, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de différences. Et récemment, j'ai fait des achats que j'ai décrits dans le 32e épisode, où j'expliquais ma visite au Fetish Week Market en octobre 2023. Et donc j'ai commencé à lire plusieurs des livres que j'avais achetés à cette occasion-là. Et en même temps, à peu près au même moment, je suis tombé sur différents articles sur Internet, des blogs et puis des textes divers d'auteurs connus.
Et au cours de ces différentes lectures, je me suis aperçu à nouveau qu'il y avait vraiment, mais alors vraiment, un gros problème au niveau de ces différences culturelles. C'est-à-dire, dans ces différents ouvrages, j'ai lu des choses qui étaient, mais carrément, à la limite du compréhensible du point de vue d'un lecteur ou d'une lectrice en France. Il y a tellement de différences dans ce qu'ils disent ces auteurs et ce que nous, on peut expérimenter en France, que vraiment, c'est un problème extrêmement important, je pense, et je vais revenir dessus. Évidemment, le gros problème, le problème de fond, c'est quoi ? C'est qu'il y a, comme je viens de le dire, il y a une domination, sans jeu de mots, bien entendu, des écrits anglophones et surtout des écrits américains. Alors pour le français, on a une relative domination des écrits canadiens, enfin québécois essentiellement, parce qu'en France, on n'est pas super producteur de textes sur BDSM. Dans le cadre des études, par exemple, on est complètement écrasé par la production qui vient des USA ou du Canada. C'est complètement incomparable en nombre, on est complètement écrasé. Il y a très peu malheureusement de choses qui sont produites en France comparées à ces autres pays-là. Du coup, bien entendu, les auteurs de ces différents textes, que ce soit des études, des blogs, des textes de toutes les sortes, ou des vidéos, ou des podcasts, toutes ces personnes, forcément, elles ont leur propre vécu, et leur propre vécu, il est influencé, c'est évident, par l'endroit où elles habitent, ces personnes, et donc on lit de façon disproportionnée des expériences de personnes qui soit habitent aux USA, dans différents endroits des USA, je vais y revenir, c'est important, ou bien au Canada, de façon vraiment disproportionnée. Et je pense que j'ai pas besoin de vous décrire en détail, mais je vais y revenir tout à l'heure, que quand on parle de sexualité, en général, et de BDSM en particulier, il y a des sacrées différences en fonction des pays quand même. Des différences d'attitude qui peuvent être vraiment très importantes, et ça, c'est super important, surtout pour les USA. Et je vais y revenir dans la partie suivante. Donc par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que quand on cherche à se renseigner, on tombe souvent, très souvent, personnellement j'estime que quand on cherche un peu sérieusement, il y a entre 90 à 95% des informations disponibles, intéressantes, qui seront en anglais, et qui proviendront généralement des USA, éventuellement un petit peu du Canada, mais surtout des USA. Et du coup, ça veut dire que si vous faites des recherches, vous tombez le plus souvent sur des écrits de personnes qui vivent dans des situations totalement différentes des vôtres, et tout ça, ça a une très 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 grande influence. Ça peut être horriblement trompeur. Alors c'est particulièrement critique quand on débute. Pour quelqu'un comme moi qui lit tout ça depuis longtemps, qui a du recul sur le BDSM, évidemment je les vois les différences, je les connais, donc je sais bien distinguer entre ce qui est spécifique à tel pays, par exemple spécifique au Japon, aux USA, à la Belgique, à l'Espagne, et ce qui se passe en France. Mais quand on connaît pas encore trop, et surtout quand on débute le BDSM, évidemment, c'est normal que ce soit pas très évident de voir où sont les vraies différences. Parfois c'est évident, quand vous voyez une attitude face au sexe qui est telle ou telle attitude qui est totalement différente de celle qu'on a en France, là c'est évident, on comprend tout de suite, ils ont une attitude qui est différente, que ce soit positif ou négatif, Et ça c'est facile à comprendre. Le problème c'est que souvent c'est pas si simple à comprendre, et quand on parle de BDSM, si vous connaissez pas suffisamment bien le sujet, vous pouvez vraiment tomber sur des informations qui sont super trompeuses. Et ça, vous vous en apercevez pas. Moi, je m'en aperçois, mais ça fait des années et des années que je creuse le sujet. Si vous prenez quelqu'un qui débute, si vous débutez dans le BDSM, ou du moins que vous commencez seulement à vous renseigner sur qu'est-ce qui se passe en dehors de ce que vous faites peut-être déjà dans votre couple, par exemple, c'est pas évident du tout, de distinguer ce qui est spécifique à tel pays, ce qui est général, ou pas. Il y a de nombreuses conséquences, évidemment, je pense que vous vous en doutez assez rapidement. C'est que, évidemment, si on vous donne des informations qui sont très différentes de ce que vous pourrez voir en réel dans votre pays, par exemple dans mon cas ce sera la France, ça peut avoir des conséquences pas négligeables. La conséquence de base, c'est la déception. J'en parle souvent quand je parle des personnes qui débutent, parce que c'est le moment où on risque le plus d'avoir des déceptions en ayant de mauvaises informations. Un bon exemple, c'est la façon dont ça se passe entre guillemets dans les clubs BDSM. Si vous lisez les informations des USA et qu'ensuite, vous en France, vous vous imaginez que ça va être pareil, vous allez avoir un gros choc. C'est totalement différent. J'y reviendrai tout à l'heure. Et dans les cas les plus extrêmes, les informations qu'on vous donne, elles peuvent être très négatives, avoir des conséquences nocives. Je vois par exemple ce qui est dit dans certains textes, si vous n'avez pas de recul, ça peut carrément vous décourager de vouloir vous lancer dans le BDSM. Parce qu'ils vous avertissent sur ci et ça, mais en fait, quand vous regardez votre situation, c'est tellement différent que ça a aucun sens. Donc les avertissements, etc., ils sont souvent faux en eux-mêmes, même pour le pays d'origine. Mais si en plus vous tenez compte des différences culturelles, des fois ça n'a plus aucun sens, c'est totalement bizarre. Un bon exemple, ce sont les signes d'alerte, les red flags. Vous en avez qui viennent des USA, mais c'est hallucinant le non-sens total quand vous comparez à la France. Parce que ils vous disent des choses qui sont pour eux évidentes, entre guillemets,
et je pourrais en parler en long, en large, en travers, parce que c'est souvent pas si évident. Mais si vous essayez de les appliquer à la France, ça a plus aucun sens. Et du coup, franchement, ça peut fortement vous décourager. Et dans les pires cas, ça peut même être des choses qui sont dangereuses. C'est-à-dire, on peut vous donner des conseils, des suggestions, des idées qui sont, dans un certain contexte déjà, peut-être dangereuses, mais si en plus vous n'êtes pas dans le même pays, la même situation exacte que la personne qui a écrit le texte, certaines des choses qu'on vous dit, au pire, elles peuvent vous amener à faire les mauvais choix, vous mettre en tête de mauvaises idées, de mauvais comportements. Donc au pire des cas, ça peut être dangereux. Mais dans la plupart des cas, comme toujours, c'est toujours le même problème, ça va être surtout des déceptions et le risque de décourager. Ça, c'est vraiment un gros risque. Deuxième partie, le cas des USA. Alors je vais parler des USA parce que c'est le plus gros producteur de textes sur le BDSM, de loin, et du coup leur influence est disproportionnée, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est le pays qui a le plus d'influence, et malheureusement cette influence, elle est loin d'être toujours positive. En fait, j'irais même dire que dans bon nombre de cas, elle est très négative, et un très gros problème, c'est que la différence entre la France et les USA, elle est énorme, et même au sein des USA, il y a plein de différences. Alors si vous connaissez pas très bien la situation aux USA, en résumé très bref, c'est vraiment un pays très contrasté pour la sexualité. Autant vous avez des endroits où ils sont entre guillemets en avance, j'aime pas trop le terme, mais on se comprend, et autant vous avez plein d'endroits où ils sont très en retard, super réactionnaires, etc. C'est-à-dire, quand je dis ça, je veux dire du genre « cachez ce sein que je ne saurais voir », ce genre de choses. Pour vous donner une idée du contraste, les USA, c'est le premier producteur de porno. Ok, c'est un pays qui est très peuplé, mais la plupart des productions du porno, en fait, elles viennent d'une seule région des USA, et donc c'est vraiment une toute petite minorité. Donc ça donne l'impression qu'ils sont en avance, entre guillemets, comme je disais, mais en réalité, quand vous regardez plein d'autres endroits, ils ont de gros problèmes, souvent de très gros problèmes avec le sexe. Je vous prends quelques exemples rapides. Vous avez peut-être un souvenir de ce qui s'est passé au Super Bowl en 2004 avec le soi-disant scandale du Nipplegate. Nipple, c'est le sein, plus exactement c'est le téton. En un mot, au milieu du Super Bowl, il y avait eu un numéro musical, comme ça se fait à chaque fois, et pendant le spectacle, la chanteuse Janet Jackson a eu une partie de son sein qui a été mise à l'air. Alors c'était un accident apparemment, par le chanteur Justin Timberlake, et ça a créé un scandale absolument effarant aux USA. Ça a fait des mois et des mois et des mois de discussions, d'énervement, d'excitation folle. C'était complètement, ahurissant, parce que, faut que je vous explique qu'on voyait quasiment rien en réalité, On voyait même pas vraiment son téton, parce qu'il y avait quelque chose qui couvrait le téton. Et ça a fait vraiment une histoire hallucinante, il y a eu des politiques importants qui sont intervenus. Je vous passe les détails des problèmes, il y a eu des problèmes d'argent à cause de ça, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Et si vous voulez des détails, regardez Scandale du Nipplegate sur Wikipédia. Vous verrez, c'est totalement surprenant. Et tout ça, mais c'était complètement fou. Je veux dire, en France, les gens, ils auraient, levé les yeux au ciel en disant « Ok, c'est un peu ridicule », mais jamais il y aurait eu une telle excitation pour si peu. Parce que c'était rien du tout, c'est pas comme si elle avait été nue et qu'ils avaient eu du sexe sur la pelouse. Alors je précise évidemment, je l'avais dit tout à l'heure, il y a pas mal de gens aussi aux USA qui ont dit que c'était n'importe quoi d'en faire tout un cinéma et qui ont critiqué très fortement, évidemment. Mais cet événement, un peu ridicule franchement, a été très révélateur de certains problèmes de fond qui existent encore de nos jours aux USA. Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même nettement plus ouvertes en matière de sexualité, qui ne feront pas une histoire pour ce genre de choses, mais ça a révélé qu'il y avait quand même un gros problème de fond, et franchement, vu l'extérieur, c'était un petit peu bizarre, et je suis gentil. Pour vous citer quelques autres exemples classiques qui existent encore là-bas, vous avez le problème de l'éducation sexuelle. Alors il y a beaucoup de délire là-bas sur l'éducation sexuelle. Par exemple, dans un certain nombre d'États, il est obligatoire de mettre en avant l'abstinence dans les cours de soi-disant éducation sexuelle, et il y a des endroits où carrément c'est la seule éducation sexuelle en fait, c'est-à-dire la seule chose dont ils veulent bien parler aux enfants et aux ados, c'est faut s'abstenir jusqu'au mariage. Et j'exagère pas, c'est vraiment comme ça. Donc il y a même eu des États où ils ont passé des lois pour forcer, dans les cours d'éducation sexuelle, obligatoirement il faut parler de l'abstinence avant tout, même quand ils sont autorisés à parler d'autre chose. Alors évidemment, ça dépend des endroits, des États, etc. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ridicule, évidemment, mais c'est suffisamment répandu pour que ce soit un sujet dont on parle très fréquemment quand on se renseigne sur les USA. Là-bas, quand ils parlent d'éducation sexuelle, le problème de l'abstinence et est-ce qu'on en parle de ça ou pas, c'est de façon vraiment surprenante, super fréquent, ça domine certains des discours.
Enfin, je vais terminer par un autre problème classique, c'est la masturbation. Alors là-bas, pour beaucoup, mais alors un nombre étonnant de gens, c'est quasiment un tabou. Et en parler, par exemple, chez les jeunes, mais c'est vraiment tabou. Alors que c'est hyper répandu, hein. Au cas où vous le sauriez pas, la masturbation c'est quelque chose de non seulement normal, mais de très répandu, au point que c'est anormal de jamais s'être masturbé ou de pas se masturber de temps en temps. Et là-bas, c'est à un tel point que, par exemple, quand ils parlent d'adolescents, on va voir un médecin, ils évitent de parler de ce genre de sujet parce qu'ils ont peur des réactions des parents. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment un problème très répandu là-bas. Donc vous voyez, ce que je voulais juste souligner, c'est vraiment qu'il y a un contraste. Il y a un contraste très fort entre des personnes qui n'ont pas de problème, ou pas trop en tout cas, avec le sexe, avec la sexualité, y compris avec des choses comme le porno, etc. Mais ils ont quand même, de façon générale, de sérieux problèmes qui sont très répandus, et à certains endroits, c'est vraiment très 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 répandu, c'est difficile de parler de sexualité carrément. Et même des choses comme la nudité, par exemple. Vous voyez les seins nus sur les plages, par exemple. Vous avez des gens là-bas, pour eux, c'est de la pornographie. Bon, de notre point de vue, c'est complètement absurde, c'est ridicule, mais vous avez des gens, ils ont peur de voir un sein, tout simplement. Même en dehors, je veux dire, d'un contexte pornographique. Mais donc il y a suffisamment de personnes qui sont, entre guillemets, libérées sexuellement et qui osent parler de ce genre de sujet, et évidemment, parmi les sujets qui sont abordés, vous avez le BDSM. Au fait, j'en profite pour préciser, le BDSM, ça vient pas des États-Unis. C'est peut-être le pays qui a commencé le plus à en parler ouvertement, mais ça vient pas de là-bas. Et ça vient pas non plus de la France d'ailleurs. Je précise parce que j'ai déjà lu des textes dans lesquels il y avait des croyances vraiment bizarres, dans lesquelles par exemple il disait que l'ESM ça vient de la France par exemple. Non, c'est pas parce qu'il y a eu les écrits du marquis de Sade que c'est nous qui avons inventé l'ESM, ça a aucun sens. Et de même, c'est pas les USA qui ont inventé ceci ou cela. Le BDSM, personne l'a inventé, c'est ça que je veux dire. Ça a émergé dans tous les pays parce que les humains sont des humains partout. Y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc aux USA, on a pas mal de personnes qui écrivaient sur le BDSM, et puis plus récemment, bien entendu, on a eu le développement des vidéos et des podcasts, et des écrits qui sont placés sur Internet, parce qu'avant c'était forcément des livres, et un certain nombre d'auteurs très connus, probablement d'ailleurs la majorité des auteurs les plus connus, sont d'origine américaine. Maintenant, le problème classique, je sais que je me répète parce que je l'ai déjà dit plein de fois dans plein d'articles et dans plein d'épisodes de podcast, le grand problème qu'on rencontre quand on a comme ça des écrits ou des vidéos et des podcasts, c'est que les personnes qui écrivent, qui parlent, etc., ne sont pas représentatives. Je l'ai déjà dit plein de fois et je l'ai notamment répété plein de fois à mon sujet. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un de représentatif. Je suis à fond dans le BDSM, donc je fais partie de la toute petite minorité de gens qui sont à fond dedans. La plupart des gens qui font du BDSM ne sont pas à fond dedans, ce qui se comprend, c'est comme pour n'importe quel type d'activité, c'est une minorité qui est à fond, que ce soit pour du tennis, que ce soit pour des jeux vidéo, regarder la télévision, faire la cuisine, ce que vous voulez. Alors c'est pas une différence culturelle, parce que ça se retrouve évidemment partout, mais je préfère le ressouligner parce que c'est important, et parce que ça conditionne fortement ce que disent ces différentes personnes, c'est-à-dire qu'elles vont décrire leur petit univers restreint, local en fait, et le grand problème qu'on rencontre, avant donc de parler de problèmes de différence culturelle, c'est que toutes ces personnes montrent ce qu'elles vivent tous les jours, c'est-à-dire c'est essentiellement de ça dont elles parlent. Et évidemment, si vous habitez aux USA, vous parlez de ce que vous vivez aux USA. De la même façon que moi, quand j'écris mes articles, quand je fais mon podcast, évidemment, je parle avant tout de ce qui existe là où moi j'habite, de ce que j'ai pu voir ou de ce qu'on peut me dire, me rapporter, de ce que peuvent vivre les personnes que je rencontre. Et tout ça, comme j'habite en France, évidemment, ce sont des expériences qui se passent en France. Et c'est là que les différences culturelles commencent à sérieusement intervenir. Pendant que je faisais des recherches pour cet épisode de podcast, par exemple, je suis retombé sur un texte d'un auteur américain qui est très connu, il s'appelle Jay Wiseman. Il est notamment connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle SM101, mais il a aussi participé à plein d'associations, de groupes, fait des présentations, etc. Enfin bref, là-bas aux USA, c'est quelqu'un vraiment de connu, de respecté, entre guillemets, et donc ce que je veux dire, c'est que son avis a du poids. Même si personnellement j'ai beaucoup de réserves à émettre, parce que en lisant ces différents textes, je peux vous dire que je trouve beaucoup de choses à redire, mais là je vais pas entrer trop dans les détails. Récemment, je suis tombé sur un de ces articles, en anglais évidemment, enfin en américain, qui s'appelle 10 Tips for the Novice Single Heterosexual Submissive Woman. En français, c'est 10 astuces pour la femme soumise hétérosexuelle célibataire. C'est un texte qui fait plusieurs pages, qui est relativement ancien, mais ça n'a pas une très grande importance par rapport à ce que je veux dire. Quand j'ai lu ce texte, qui comporte donc 10 sections, j'étais effaré, stupéfait et navré de ce que je lisais. Parce que il y a plein de choses qu'il présente qui non seulement sont
extrêmement discutable au sein même des USA, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous ces auteurs, ils vous présentent ce que eux, ils voient. Ils vous présentent ce qui est autour d'eux. Et c'est très difficile de prendre du recul et de voir la différence avec les autres, surtout quand on est à fond dans un sujet. Moi, je fais très attention à ça, je fais des très gros efforts. Vous pouvez pas imaginer les efforts que je fais pour faire attention à ça. Mais malheureusement, la plupart des gens qui écrivent sur ces sujets, qui parlent sur ces sujets, ils ne prennent pas le recul, ils ne font pas attention, et même au sein de leur propre pays, de leur propre groupe, au sens le plus large du terme, ils ne tiennent pas compte, ou du moins pas suffisamment, des différences qu'il peut y avoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de son point de vue, de ses expériences, de ce qu'il a rencontré, de ce que les personnes qu'il rencontre quotidiennement, entre guillemets, expérimentent. Mais ça, je peux vous garantir que ce qu'il dit, ce qu'il présente dans cet article, c'est radicalement différent de ce que au moins 99%, je dirais, et je suis gentil, des personnes qui habitent aux USA expérimentent. Parce que ce dont il parle, c'est toujours les mêmes genres de problèmes. Il parle de choses que des gens qui vont souvent à des événements BDSM, qui sont à fond dans le BDSM, qui fréquentent des gens qui sont aussi à fond dans le BDSM. Bref, il vous parle de ce qu'expérimente une minuscule minorité. Pour vous donner un exemple, qui est pas du tout BDSM, etc., mais un exemple qui est facile à comprendre pour tout le monde. Moi, je suis végétarien. Végétarien, c'est une petite minorité, toute petite minorité. C'est comme si moi qui suis végétarien, je vous présentais ma façon de manger en disant « c'est la cuisine française ». Franchement, vous regardez ça, vous allez rigoler, hein, parce que si vous lisiez des articles dans lesquels j'explique par exemple les plats que je prépare, vous allez tout de suite avoir les sourcils qui vont monter au plafond en vous disant « Attends, c'est quoi ce truc-là ? Ça a rien à voir avec la réalité de tous les jours. » Ben non, ça a rien à voir avec la réalité de tous les jours. Ça a à voir avec ma réalité de tous les jours, pas avec celle de 95% des gens. Eh ben, pour le sexe et pour le BDSM, on a exactement ce même problème. Mais malheureusement, c'est presque jamais pris en compte ou ça l'est pas assez. Et là, je parlais au sein des USA, c'est-à-dire que là, j'étais en train de critiquer ce que lui présentait comme étant évident, entre guillemets, au sein des USA. J'aurais dû préciser, évidemment, tout ce qu'il disait n'était pas faux et sans sens, bien sûr. Mais beaucoup des choses qu'il présentait, beaucoup des avertissements, des conseils, n'avaient pas de sens pour la plupart des gens, ou très peu de sens. Maintenant, si en plus vous sortez des USA, alors là, c'est poum, tout part à la poubelle quasiment. Parce que vous avez des différences culturelles là qui sont fortes, et notamment une des plus grosses différences culturelles dans ce texte-là, c'est sa façon de décrire les clubs BDSM et la, entre guillemets, communauté BDSM. Alors, la différence entre les USA et la France à ce niveau-là est énorme. Même si on parle des gens qui sont comme moi à fond dans BDSM, blablabla, ou même des gens qui sortent dans des événements BDSM, ce qui en France est une infime minorité, même si on prend ces infimes minorités et qu'on les compare, déjà ça se ressemble pas du tout. Sa description des clubs BDSM, mais franchement, vous la lisez, ensuite vous allez dans un club BDSM en France, vous allez avoir une sacrée surprise, parce que ça a rien à voir. Et franchement, même au sein des USA, je suis persuadé que les descriptions qui sont faites généralement de comment ça se passe, notamment avec les surveillants, etc., toutes les organisations autour, je suis certain que c'est pas respecté dans tous les clubs BDSM aux USA. Ça me paraît super bizarre, ce serait vraiment trop beau que ce soit aussi bien organisé partout, mais je peux vous garantir qu'en France, il y a rien de tout ça, ça existe pas. Non seulement il y a très peu de clubs, mais la façon dont ça se passe à l'intérieur, de dire que c'est le jour et la nuit, c'est pas suffisant. Ce sont deux univers totalement différents, il y a rien à voir en fait. Et donc là, j'ai pris cet auteur parce qu'il est très connu et il se trouve que j'ai lu plusieurs fois des textes que lui avait écrits, mais il y a pas mal d'autres exemples. Vous pouvez par exemple trouver Evie Lupine sur YouTube, c'est une youtubeuse BDSM assez connue. Elle aussi, quand elle parle, c'est clairement un problème parce qu'elle parle de ses expériences. Et je lui avais déjà signalé, lors d'une vidéo où j'étais pas d'accord avec plusieurs choses qu'elle disait, je lui avais signalé que, attention, ce que tu dis là, c'est pas vrai hors des USA par exemple. Mais elle avait pas pris ma remarque au sérieux malheureusement. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que le souci en fait, c'est pas tant que tous ces auteurs présentent des informations qui sont plutôt spécifiques à leur pays, c'est pas vraiment ça le problème, je peux pas leur reprocher ça. Le problème c'est que la plupart du temps, quand ça vous est présenté, ce genre de choses, donc c'est présenté d'une façon où ils sous-entendent ou disent carrément que c'est ça le BDSM au sens le BDSM pour tout le monde si vous voulez, c'est-à-dire quand on les écoute, il y a une seule expérience BDSM et c'est la même pour tout le monde. Enfin, ça a pas de sens, je pense que c'est évident. Même si vous connaissez rien au BDSM, je pense que c'est évident que quand vous êtes dans des pays qui sont fortement différents culturellement, comme par exemple la France et les USA, ça paraît évident, même si vous voyez pas du tout ce que c'est le BDSM, qu'il va y avoir des différences. Ça, ce serait vrai pour à peu près tous les sujets, sauf peut-être les sujets où il y a des règles très strictes, par exemple les sports où il y a des règles super strictes, où tout le monde est obligé de les respecter. Mais à part ce genre de situation, c'est évident qu'il y a des différences. Donc c'est choquant de voir à quel point il est rare de voir des personnes qui remettent en contexte
et qui disent « bon, ça c'est valable parce que je suis à tel endroit, etc. » Franchement, dans les écrits américains, je suis pas sûr d'avoir une seule fois vu passer quelqu'un qui mettait ça en avant. Alors que moi, par contre, souvent je précise, comme j'écris en français, évidemment, hein, c'est sous-entendu ce que je dis, que c'est plutôt spécifique probablement à la France, hein, parce que quand on parle français, on pense d'abord à la France, même si c'est pas correct, hein, puisqu'il y a plein de pays autres qui parlent français. Mais en tout cas, je fais assez souvent attention justement à préciser, quand je parle de choses que je sais être spécifiques, je dis bien en France. C'est-à-dire, je me garde bien de dire que c'est le BDSM pour tout le monde. Mais ça, je suis un des rares à le faire apparemment. Et c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas donner les mêmes conseils, expliquer les choses de la même façon à des gens qui habitent dans des pays où les expériences sont totalement différentes, ou fortement différentes, ou même ne serait-ce qu'un petit peu différentes. Il y a vraiment une chose que j'ai remarquée sur les écrits qui sont américains surtout. Alors c'est quelque chose qui existe en France, hein. Mais là-bas ça existe de façon tellement répandue que c'est, j'irais presque dire, la norme. Et ça c'est un reproche que je fais depuis des années, c'est que quand ils parlent de BDSM, c'est ce que je viens de sous-entendre tout à l'heure, ils parlent toujours du milieu public BDSM, c'est-à-dire tout ce qui est fait en public, les événements, les clubs, ce genre de choses. Ça fait des années que je le dis, mais c'est évident que quand vous parlez de ce genre de population, vous parlez d'une infime minorité. La grande majorité des gens qui font du BDSM, soit n'ont pas accès à ces événements, soit tout simplement ne s'y intéressent pas, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais quand tous ces auteurs parlent de BDSM, entre guillemets, ils parlent à peu près toujours de cette portion minuscule de la population, qui est même pas 1%, hein. En France par exemple, c'est même pas 0,1%. Donc c'est pas du tout représentatif, et si vous êtes dans les 99,9% des personnes qui ne vont pas à ce genre de choses, ou qui y sont peut-être allées une fois par curiosité, mais c'est tout, c'est extrêmement trompeur, c'est un miroir déformant, et c'est un miroir très déformant. Parce que évidemment, vous vous en doutez, hein, et puis je l'avais déjà dit d'ailleurs dans d'autres épisodes, forcément les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses, ça va être de façon générale plutôt des personnes qui sont fortement intéressées dans le BDSM, qui sont pas forcément vraiment à fond, mais au moins qui s'y intéressent déjà beaucoup, ou évidemment, hein, qui sont à fond dedans. Mais toutes ces expériences ne sont pas les mêmes que celles que vous pourriez avoir, par exemple, si vous faites du BDSM de temps en temps dans votre couple, par exemple. Donc quand il vous parle presque exclusivement d'expériences qui se passent dans des lieux publics, dans des clubs BDSM, etc., comment est-ce que vous voulez, si vous ne vous intéressez pas à ça, ou que vous en avez pas à proximité, et que donc vous ne pouvez pas y aller tout simplement faute de lieux accessibles, ou de moyens, parce que ça aussi c'est important, comment est-ce que vous voulez retrouver votre propre expérience dans les descriptions qui sont faites de choses qui sont totalement différentes de ce que vous vivez quand vous faites du BDSM? C'est impossible, ça n'a pas de sens. Et ça fait des années et des années que je dénonce ce problème-là, mais c'est vraiment difficile de faire passer le message. Je vais prendre un dernier exemple, parce que c'est un exemple qui me tient pas mal à cœur, c'est l'exemple des red flags. Les red flags, ou drapeaux rouges, ce sont les signes d'alerte, ce sont des listes en fait de choses qu'il faut surveiller quand, par exemple, vous contactez quelqu'un. Ce genre de signes sont supposés, j'insiste sur le terme supposé, vous aider à voir des problèmes potentiels chez la personne. Par exemple, telle ou telle façon de se comporter, oula, ça c'est pas bon, ça c'est probablement quelqu'un qui est désagréable, agressif, potentiellement abusif, etc. Les red flags, c'est un concept qui a totalement du sens. D'ailleurs, la plupart du temps, ces conseils sont plutôt du bon sens, mais le problème, c'est que quand vous lisez des textes là-dessus, ils sont presque toujours d'origine américaine, et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils contiennent un nombre de trucs bizarres, de délires et même de stupidité, et je suis gentil, qui est totalement hallucinant, avec un manque de bon sens, un manque de recul, d'esprit critique effarant, et parmi les choses frappantes, c'est qu'il y a plein de choses qui sont totalement spécifiques aux USA. Vraiment, si vous lisez ce genre de texte sans avoir une connaissance du contexte américain, sans comprendre la différence culturelle entre eux et nous, il y a des choses, ça va vous frapper, vous allez vous dire « je comprends pas de quoi il parle ». Parce qu'il y a vraiment des endroits où il parle de choses qui sont totalement américano-centristes. C'est impossible, si vous êtes en France et que vous connaissez pas les USA, c'est impossible que vous compreniez de quoi il parle, tout simplement. Si vous avez une curiosité sur ce sujet, sur les red flags, et sur un sujet connexe qui s'appelle le vetting, je vous conseille d'aller sur mon site, univers-bdsm.info, et de chercher sur le terme red flags. Vous verrez, j'écris plusieurs articles sur ce sujet-là. Dans le contexte des rencontres, ce sont des articles qui essayent de vous présenter comment on peut minimiser les risques lors de rencontres BDSM. C'est une série de plusieurs articles. Donc si je fais un petit résumé de la situation aux USA, alors évidemment, j'aurais dû le préciser au départ, mais vous avez probablement compris à demi-mot que toutes ces personnes n'ont pas de mauvaises intentions, bien entendu. Elles veulent bien faire, c'est clair. Elles veulent aider en propageant des informations, des conseils qu'elles supposent être corrects,
Le problème, c'est que, vouloir bien faire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et quand en plus il y a les différences culturelles, ça peut vous donner, de très mauvais conseils, des conseils qui sont totalement à côté de la plaque. Ce qui est totalement normal, je veux dire, c'est évident qu'il y a des différences culturelles. Le souci, c'est, il faut absolument tenir compte du contexte, tenir compte de l'endroit où la personne vit, pour comprendre pourquoi elle écrit de telle ou telle façon, qu'elle donne tel ou tel conseil, parce que ces conseils, forcément, dans la plupart des cas, seront spécifiques à son environnement. Et son environnement, il y a deux façons importantes, l'environnement social et le pays où on vit, évidemment. Et vous voyez donc dans le cadre du BDSM, je peux vous dire que on les voit, les différences culturelles, elles sont frappantes. Et même dans des textes supposés sérieux, c'est vraiment frappant de voir ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent présenter comme étant évident, alors que vous regardez ça, et franchement, si vous connaissez pas et que vous regardez ça, et qu'ensuite vous allez regarder ce qui se passe vraiment en France par exemple, ça va vraiment vous surprendre totalement, parce que il y a tellement de différences, ce sont deux univers différents, franchement, il y a trop de différences. Bien entendu, il y a aussi beaucoup de points communs, évidemment. Les humains sont les humains, on est un peu partout pareil, malgré les différences culturelles. Mais ces différences culturelles, elles sont souvent très très importantes, et entre nous et les USA par exemple, elles sont importantes. Donc mon conseil, vraiment, si vous lisez des textes en anglais, vérifiez de quel pays ça provient d'abord, et si ça provient des USA en particulier, faites vraiment attention parce qu'il y a vraiment plein de choses qui ne s'appliqueront pas à votre cas si vous habitez en France, ou en tout cas si vous habitez pas aux USA. Troisième partie, les autres pays, dont la France. Évidemment, j'ai consacré une partie entière aux USA parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une quantité disproportionnée d'informations, de conseils, de suggestions, etc., qui viennent des USA. Mais bien entendu, c'est évident, il y a aussi beaucoup de différences avec tous les autres pays, les uns par rapport aux autres, peu importe dans quel pays vous habitez. Par exemple, je me rappelle avoir lu, il y a plusieurs années, une étude sur Singapour, le BDSM tel qu'il se passait à Singapour, et l'auteur de l'étude, la description qu'elle faisait de comment ça se passait, était non seulement super différente de ce qu'on peut expérimenter par exemple en France, mais franchement ce qu'elle décrivait c'était extrêmement déprimant et décourageant parce que elle décrivait des situations par exemple d'hommes jeunes qui essayaient de se frayer un chemin dans les milieux entre guillemets BDSM, et la description qu'elle faisait, oh là 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 là, c'était franchement pénible à lire, c'était vraiment pas des situations dans lesquelles vous voudriez vous retrouver, Vraiment il y avait beaucoup de problèmes culturels, beaucoup de problèmes de relations entre les hommes, les femmes, etc. Et ça rendait vraiment les choses très difficiles. C'était une bonne illustration des types de problèmes qu'on peut rencontrer de façon plus ou moins aiguë en fonction de tel ou tel pays. Évidemment, de façon générale, vous avez le problème de fond qui est le problème des attitudes par rapport au sexe au sens large. Parce que le BDSM, même si c'est un petit peu simpliste, c'est associé au sexe. Et évidemment, je vous apprends rien, il y a pas mal de pays qui ont des problèmes avec le sexe, plus ou moins graves. Tout à l'heure, j'ai parlé des USA, qui en ont pas mal, mais il y a des pays qui en ont beaucoup plus, bien sûr, je vous surprends pas. Et il y a des pays qui ont des problèmes vraiment où c'est très réactionnaire, et aussi souvent où il y a de très gros problèmes de sexisme contre les hommes et les femmes, et donc en général de relationnel entre les hommes et les femmes. Donc il y a plein de problèmes, plein de stéréotypes, etc. Tout ça, vous en avez forcément déjà entendu parler. Mais évidemment, tout ça, ça va conditionner aussi les attitudes face au BDSM. Alors, je vais vous surprendre, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le BDSM, c'est très pratiqué, même dans des pays qui, à première vue, sont très fortement anti-sexe, ouvertement, je veux dire légalement, etc. Et pourtant, quand on regarde des sondages qui ont été réalisés, il y a un nombre non négligeable de personnes qui font en réalité, malgré les interdits, etc., des pratiques de type BDSM. Typiquement des choses genre fessées par exemple, ou utiliser un bandeau, un bâillon, ce genre de choses. Évidemment, le gros problème dans les pays qui ont vraiment des attitudes fortement anti-sexe, c'est que les sujets ne sont pas trop discutés, ouvertement en tout cas, donc c'est un peu difficile d'avoir une réelle vision, une réelle visibilité de qu'est-ce que font les gens en vrai quand ils sont dans la chambre à coucher. Parce qu'on sait bien, en France par exemple, c'est le cas, qu'entre ce qui est dit ouvertement, ce qui est dit officiellement, les valeurs qui sont plus ou moins affichées comme étant la norme entre guillemets, et ce que font vraiment les gens, il y a souvent de grosses différences. Le BDSM en est le meilleur représentant, puisque comme je le dis depuis des années, le BDSM c'est très répandu, alors que si on écoute ce qui se dit un peu les discours officiels, ça devrait être une infime minorité de, entre guillemets, malades mentaux. Mais la réalité est tout autre. Donc après, si on regarde les différents pays, vous avez toujours des différences locales claires, même avec des pays très proches. Prenons par exemple la Belgique, qui est très proche de la France, y compris pour le langage. Vous avez déjà des différences. Alors avec des pays qui sont un tout petit peu plus éloignés, il peut y avoir de sérieuses différences, bien sûr. J'ai parlé du cas des USA, mais vous avez plein d'autres cas.
Et vous avez parfois des choses qui sont assez locales, c'est-à-dire, en fonction des pays, il y a parfois des pratiques qui ont plus de succès que d'autres. Alors c'est pas super évident de donner un panorama un peu clair, un peu scientifique de ça, parce que comme ce sont des sujets, bien sûr, encore assez tabous, c'est quand même assez difficile d'obtenir des infos un peu fiables. Mais vous avez clairement des différences, des préférences, des choses qui sont plus acceptées ou plus tout simplement adoptées. Un bon exemple, c'est le shibari ou kinbaku, c'est le bondage à la japonaise. Ça c'est quelque chose qui est typiquement japonais, même si en réalité des choses un petit peu similaires ont été inventées indépendamment dans d'autres pays. C'est quand même quelque chose qui est assez répandu visiblement au Japon. Et de façon générale, vous avez forcément aussi de grosses différences au niveau des législations. Par exemple, j'avais déjà évoqué dans d'autres épisodes, le Royaume-Uni. Si vous allez en Angleterre, si vous allez à Londres par exemple, il y a des choses qui sont plus ou moins interdites, et c'est pas toujours évident de savoir lesquelles parce que c'est très arbitraire. Mais au Royaume-Uni, la chose sur laquelle, de façon assez flagrante, il y a une opposition légale, c'est tout ce qui est les violences entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui laisse des traces. Donc le SM, le sadomasochisme, est visé forcément, c'est-à-dire que si vous faites des pratiques de type SM, même si vous les faites dans votre couple par exemple, de façon totalement consentie bien sûr, donc évidemment là je parle de situations où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas quelqu'un qui va porter plainte à la police, etc. Même dans ce genre de cas, c'est interdit, et si jamais vous avez de la malchance que vous vous faites repérer et qu'ils veulent vous embêter en fait, vous pouvez vous retrouver avec de très gros problèmes. Et les gros problèmes, ça peut aller jusqu'à la prison. C'est déjà arrivé dans le passé. Alors évidemment, le gros souci, c'est que c'est très arbitraire. Par exemple, pour les marques, on va vous dire que des marques qui ne restent pas de façon trop longue, par exemple. Mais tout ça, c'est flou, ça veut rien dire. Vous avez des personnes, le moindre petit coup, ça laisse un bleu pendant 1 semaine. Vous avez d'autres personnes, j'en connais, où vous donnez des coups de fouet qui à une personne moyenne laisserait des marques pendant plusieurs semaines, elles, au bout d'1 heure ou 2, elles ont quasiment plus de marques. Donc ça veut rien dire, c'est totalement arbitraire. Mais c'est un vrai problème, et il faut se méfier de tout ce qui est local, et donc tous les tabous, les lois, les interdits culturels, etc. C'est important, et parfois c'est surprenant. De façon assez naturelle, bien sûr, je vous surprends pas en le disant, c'est tout ce qui est le contexte social, c'est-à-dire toutes les règles, les lois, etc., les croyances qui s'appliquent dans un pays donné, ont forcément, de façon directe et indirecte, une influence sur le BDSM, sur ce qui est accepté ou pas du tout accepté, ce qui est légal, pas légal, ce qui est plus ou moins toléré ou pas du tout. Et donc toutes ces différences, bien entendu, se font ressentir ensuite sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire, ou du moins qu'on doit cacher, en fonction de chaque pays. Par exemple, dans certains pays, vous avez certaines choses qui sont vues comme humiliantes, qui le sont pas autant ou peu ou pas dans d'autres pays. Prenons tout simplement la nudité. Il y a différents pays, par exemple dans les pays du Nord, où les gens vont par exemple prendre des bains de vapeur en étant nus, et ça les dérange pas, alors que ce serait inimaginable dans plein d'autres pays. D'autres exemples super basiques et évidents, les seins nus sur la plage. En France, ce genre de choses, de nos jours, c'est accepté, encore qu'il y a pas mal de gens maintenant qui luttent contre, qui essayent d'empêcher et d'interdire ce genre de choses. Ce genre de choses, vous les proposeriez à plein de personnes, par exemple, qui vivent aux USA, ils vont s'évanouir. J'exagère un petit peu, mais pas tellement. Vous avez aussi l'exemple ultra classique et connu du Japon, où montrer les organes sexuels dans les vidéos porno, c'est tabou. C'est pour ça que vous avez les fameuses mosaïques qui cachent tout, alors que à côté, au Japon par exemple, les gens ils vont tranquillement nus dans les bains publics et ce genre de choses. Et puis évidemment, je vous surprends pas en disant ça, mais je l'avais évoqué tout à l'heure, tous les côtés sexisme, que ce soit envers les hommes et les femmes, tous les problèmes de stéréotypes de genre, les hommes ceci, les femmes cela, blablabla, je vous apprends rien, notamment quand c'est relié au comportement sexuel, tout ça varie fortement, selon les pays et aussi selon les époques. Donc là encore, vous avez des fortes différences culturelles entre pays, selon les époques aussi, qui font que dans le cas qui nous concerne, le BDSM, les perceptions peuvent être très différentes. Et donc faut se méfier de ce que les gens disent, mais aussi de ce qu'on fait si on va dans ces pays-là, évidemment. Si je prends l'exemple de la France, pour revenir au problème des clubs dont j'avais parlé tout à l'heure, en France, je l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois dans d'autres épisodes, il y a très peu d'organisation d'événements publics BDSM, c'est-à-dire les soirées, les clubs, même les munchs, les réunions publiques pour parler de BDSM. Toutes ces choses sont très rares en fait. Je saurais pas vous dire exactement à quel point c'est rare comparé aux USA, parce que là-bas les chiffres sont pas très clairs. Apparemment il y a plus de clubs, mais je suis pas sûr qu'il y en ait finalement tant que ça, parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand que la France, et la plupart du temps, quand les personnes écrivent sur le BDSM, ils parlent de choses qui se passent quand même dans des grosses agglomérations. Donc évidemment, quand vous parlez d'une grosse agglomération qui a la taille de Paris ou qui est plus grande, forcément, vous pouvez y trouver des clubs. Mais la plupart des gens ne vivent pas dans des agglomérations géantes de millions de personnes.
Et donc il y a assez peu de chances quand même qu'il y ait des clubs là-bas. Mais une chose est sûre, par exemple, au niveau des différences avec les USA par exemple, c'est que dans les clubs, la mentalité elle est très différente, totalement différente. Quand je lis les descriptions de ce qui se passe dans les clubs, du moins ce qu'expérimentent les personnes qui écrivent dessus, et ce que moi j'ai vu s'y passer réellement en France, ça a vraiment rien à voir. Et de la même façon, quand ils parlent de communauté entre guillemets, ils parlent sans arrêt, mais alors sans arrêt, de communauté locale, blablabla. Si vous cherchez une communauté locale en France, bon courage. Parce que franchement, c'est pour ainsi dire inexistant ce genre de choses. Vous pouvez trouver des petits groupes de personnes, oui bien sûr, mais vous avez pas du tout cette notion, et je pense de toute façon qu'elle est très exagérée. La façon dont ils en parlent aux USA, c'est très exagéré. Si je reviens sur le cas de la France, si vous allez regarder un petit peu les espèces de groupes qui se sont formés par-ci, par-là, des associations, etc., déjà vous voyez pas mal de différences de perception, etc., c'est normal, bien entendu. Donc vous voyez, même sans aller jusqu'à regarder les différences culturelles avec d'autres pays, déjà au sein d'un pays de taille moyenne, comme la France par exemple, vous pouvez trouver facilement des différences de conception assez fortes, des regroupements avec des centres d'intérêt différents, etc. Donc évidemment, si on y ajoute ensuite toutes les différences culturelles, toutes les habitudes, les goûts, etc., parfois un peu plus spécifiques, avec des tabous, avec des choses qui sont plus ou moins acceptées dans tel pays et à l'inverse par rapport à tel autre, on est obligé de constater qu'il y a quand même pas mal de différences, beaucoup de différences qui sont assez petites ou pas très importantes, et parfois des différences qui peuvent être importantes. Et c'est pour ça, je l'avais dit tout à l'heure, que souvent j'insiste en disant que moi je parle de la situation que soit je vois en France, soit quand je suis plus spécifique, parfois je précise même en Île-de-France, puisque c'est là que j'habite, ou en région parisienne si vous préférez. Parce que je suis conscient que les expériences de personnes qui habitent pas dans ces régions-là, par exemple, seront différentes, et a fortiori, pour les personnes qui habitent pas dans le pays, vous pouvez avoir de sérieuses différences. Donc ce que je voulais vraiment souligner, c'est ça, faut faire attention, faut prendre conscience que vraiment les différences culturelles, vous savez qu'elles existent, mais il faut vraiment en tenir compte, et il faut faire attention parce que la plupart des gens, par exemple, qui vont dans un autre pays, par exemple au Japon, etc., vous vous attendez, évidemment, à trouver des différences de façon, par exemple, de manger, des différences dans certains comportements, dans certains gestes, dans la façon de se présenter, tout simplement. Tout ça, vous le savez, évidemment. Mais quand on parle de sexe, souvent, il y a une tendance à laisser de côté son esprit critique. C'est pour ça qu'il y a tant de mythes et d'idées bizarres sur le sexe qui sont de façon très surprenante acceptées par plein de gens, alors que dès qu'on y réfléchit, on se dit en fait ça a pas de sens, c'est complètement bizarre ou dans certains cas c'est complètement ridicule. Mais il s'agit de sexe. Et là, souvent, trop souvent, l'esprit critique il part un petit peu en vrille, mais il est évident que quand on parle de sexualité, il y a aussi des différences de perception, je l'ai déjà donc expliqué en long, en large et en travers là, et a fortiori dans le BDSM évidemment. J'en profite pour souligner une chose, vous l'aurez peut-être compris à demi-mot ou bien vous vous serez fait la réflexion que dans les différents exemples que j'ai présentés, il n'y en a pas vraiment un qui soit mieux que l'autre, c'est plus une question de goût, si vous préférez les attitudes dans tel ou tel pays, ça va plutôt être une question de goût personnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas vraiment qui soit un modèle. Peut-être qu'on peut dire que oui, dans certains pays, dans certains groupes, dans certains pays, ils mettent en avant tel ou tel point, et ils font attention à bien préciser, attention à ceci, à cela, bon, ok, à la limite. Mais ça va être au niveau de petits groupes, au niveau de personnes, éventuellement au niveau d'individus, mais ça va pas être vraiment au niveau d'un pays complet, Ça, c'est très exagéré. Donc dans l'ensemble, je pense vraiment pas qu'on puisse dire de façon sérieuse qu'il y a un pays qui puisse prétendre de quelque façon que ce soit être un modèle. Je pense que ce serait vraiment déraisonnable de dire ça. Évidemment, il y a des pays où la situation est catastrophique, mais bon. Par contre, se présenter comme étant le modèle, franchement, j'y crois pas. Mais c'est bon de le présenter parce que il y a quand même pas mal de gens qui ont un petit peu des tendances comme ça à se présenter et à présenter par extension là où elles habitent et puis donc leur pays évidemment comme étant c'est tout beau, c'est tout bien, nous on fait les choses bien, etc. Franchement, croyez-moi, il n'y a pas besoin de creuser très fort pour voir qu'il y a beaucoup de problèmes, donc ça n'a aucun sens. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, toutes ces différences, elles existent, il y en a, elles sont plus ou moins importantes. Faut absolument tenir compte de leur existence quand on va visiter le pays, bien sûr, parce qu'il y a des lois, des tabous, etc., bien entendu, mais aussi quand on se renseigne. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait une partie spéciale sur les USA, parce que c'est quand même la production américaine qui écrase les autres en volume, et donc faut pas renoncer à se renseigner à travers ce genre d'écrits, ou de vidéos d'ailleurs, mais vraiment, il faut faire très attention à garder un sérieux esprit critique, et à ne pas oublier qu'un bon nombre de choses que vous lirez si vous lisez des écrits des auteurs par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'autres auteurs un peu connus, comme ceux des livres là que je venais d'acheter il y a pas longtemps, parce que très très vite, vous allez trouver des choses problématiques si vous les prenez au premier degré et si vous croyez que vraiment ça va s'appliquer à là où vous habitez.
Déjà au sein des USA, je l'avais dit, c'est souvent douteux parce que souvent ça va pas s'appliquer aux personnes qui habitent à d'autres endroits aux USA. Mais si en plus on est dans d'autres pays où il y a plein d'autres différences, là ça peut être vraiment très éloigné de la réalité que vous pourrez rencontrer, de votre vécu quotidien en fait. Donc faut faire attention, faut vraiment garder un bon esprit critique et ne pas oublier son bon sens, comme je dis toujours. Un dernier point que je voudrais quand même signaler rapidement. Jusqu'à présent, je pense que vous avez compris que je parlais de lire des textes anglophones dans la langue d'origine. Mais je veux vous avertir d'une chose assez importante. Certains des ouvrages les plus connus, je viens d'en acheter 2 là par exemple, sont traduits en français. Et ça pose 2 problèmes. D'abord, en les lisant en français, vous pouvez ne pas vraiment totalement réaliser à quel point ce dont ils parlent est spécifique au cas américain. 2 ouvrages là que je suis en train de lire sont des traductions, et ça pose des problèmes à ce niveau-là. Et un deuxième problème que j'évoque très rapidement, faut faire attention parce que les traductions parfois, elles sont problématiques. Dans un des 2 ouvrages dont je suis en train de parler là, que j'évoque, il y a une erreur monumentale au début du texte. La personne qui a traduit le texte a introduit une grosse gaffe, parce que le problème c'est que dans les définitions, évidemment, vous pouvez pas traduire directement les termes de l'anglais ou de l'américain au français. Non seulement il y a des choses qui sont spécifiques, qui sont pas faciles à traduire, mais en plus de ça, il y a le problème des termes qui sont totalement reliés au BDSM, donc il faut expliquer ce que ça veut dire. Dans l'explication et adaptation, la personne qui a traduit le terme bondage, c'est-à-dire tout ce qui est les attaches, etc., par exemple attacher quelqu'un sur le lit, a rajouté dans la traduction que le bondage, ça avait une origine japonaise. Alors, je veux pas entrer dans les détails, mais ça a aucun sens de dire ça. Je pense que la personne qui a traduit avait en tête le shibari ou kinbaku, c'est-à-dire le bondage à la japonaise, typiquement japonais si vous voulez, mais c'est totalement fou, totalement faux, de dire que le bondage en soi vient du Japon. C'est une erreur monumentale. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous lisez ça, si vous connaissez un petit peu ce genre de sujet, comme moi par exemple, c'est un peu difficile de prendre au sérieux le reste du texte, parce qu'une erreur monumentale dès les premières pages, c'est vraiment mauvais signe. Et en fait, j'étais tellement surpris par cette erreur que je me suis renseigné. Je suis allé vérifier sur la version anglaise. La version anglaise ne contient pas cette erreur. Donc là, vous voyez, c'est une grosse gaffe qui a été ajoutée par la personne qui a traduit. Donc, méfiance, quand vous accédez à une traduction, parfois, il faut garder en tête, il peut y avoir des erreurs involontaires bien entendu, qui ont été introduites par la traduction et qui n'étaient pas dans le texte d'origine. Conclusion, si vous lisez l'anglais, c'est mieux d'aller lire les textes à la source en version anglaise pour éviter au moins ce risque-là. Voilà, je voulais parler de ce sujet parce que c'est un sujet important, c'est un problème auquel moi je me suis retrouvé très souvent confronté. Dans mon cas, ça n'a pas une grande incidence parce que j'ai suffisamment de recul pour voir quand je suis face à des personnes qui parlent de leur cas particulier, mais vraiment, c'est pour ça que je veux insister sur ce genre de sujet. Quand on connaît pas trop le sujet, notamment quand on débute le BDSM, ça peut vraiment donner des informations, des idées qui sont sournoisement trompeuses. Même si les personnes ont raison dans ce qu'elles disent, même si elles sont de bonne foi, elles peuvent vous donner des informations qui n'ont aucun sens pour vous, parce que vous habitez pas au même endroit. Je sais que c'est relativement évident, mais comme je dis toujours, c'est quand même mieux de le dire, comme ça au moins on est sûr qu'on parle de la même chose. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'articles ou d'épisodes de podcast, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, ou vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis preneur de tous vos retours. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.